faut faire les choses par plaisir, pour se faire plaisir à soi, jusqu'à ce que ça plaise aux autres. C'est ta vision des choses aujourd'hui? Ouais, ça l'a toujours été en fait, ça n'a jamais bougé. La différence entre avant et maintenant, c'est que j'ai découvert à quel point ça me parle vraiment pas quand on parle de moi, ça ne me touche pas. Et je crois que j'étais pas au courant à quel point c'était si fort. Salut Damso, merci d'être avec nous déjà, on est très heureux de te recevoir. J'ai plein de questions à te poser, on va parler de musique, de ton dernier projet J'ai menti et de ta vie d'artiste. Est-ce que t'es prêt? Quand tu veux. C'est parti. Au moment où on enregistre cette interview, on est à quelques jours de la sortie de J'ai menti, un projet qui est très attendu. Alors ma première question c'est comment tu te sens et est-ce qu'à ton niveau on appréhende encore la sortie d'un nouveau projet? Comment je me sens? Je me sens bien, je me sens serein et j'appréhende plus grand chose, je vis juste. Justement, il y a 2 ans, tu avais posté un message sur Instagram qui s'adressait aux artistes et où tu disais « Rien ne sert de courir après le succès, il est éphémère ». Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir réussi à t'affranchir de cette pression du succès? Je reviens déjà sur la phrase, je sais plus si j'avais dit que c'était éphémère dans ce sens-là, mais dans le sens où faut juste vivre son temps, quoi. Essayer de refaire des classiques d'antan, on n'est plus les mêmes, ça sert à rien. Est-ce que tu as réussi à t'affranchir de cette pression du succès? Je pense. Ouais, je pense, parce que je ressens plus de pression, à ce niveau-là en tout cas. Tu disais justement dans ce message aussi qu'il faut faire les choses par plaisir, pour se faire plaisir à soi, jusqu'à ce que ça plaise aux autres. C'est ta vision des choses aujourd'hui? Ouais, ça l'a toujours été en fait, ça n'a jamais bougé. Je crois qu'avant, la différence entre avant et maintenant, c'est que j'ai découvert à quel point ça me parle vraiment pas quand on parle de moi, ça ne me touche pas. Et je crois que j'étais pas au courant à quel point c'était si fort. Là, je le vis vraiment mieux. Je suis plus dans ça, donc j'ai plus cette pression, non. Au début du projet, il y a un morceau qui est très fort, qui s'appelle « Laisse-moi tranquille ». Tu t'adresses à une femme et tu dresses un portrait avec des mots qui sont parfois crus. On peut le voir comme un règlement de compte et en même temps, dans le refrain, tu fais preuve de vulnérabilité, puisque tu lui demandes de te laisser tranquille comme si tu n'arrivais pas à t'en éloigner. Et on sent une urgence d'écrire dans ce morceau. T'es une sorcière comme on n'en fait plus. Les gens comme toi devraient mourir seuls dans la peur sans être vus. Est-ce que toi, tu as une approche thérapeutique dans ton écriture? C'est intéressant parce qu'on a tellement pas la même approche. Pour moi, je parle pas de femme. J'ai écrit, j'ai déversé ma haine et j'ai juste utilisé elle. Mais dans le deuxième couplet, je parle de gars aussi, de gens, plein de trucs. J'étais très en colère ce jour-là, donc j'ai juste écrit. Je pense par réflexe, j'utilise souvent l'homme et la femme pour m'exprimer dans les sons. Mais c'était pas tant une intention de dire... d'écrire sur une femme. Ah non, pas du tout. C'est intéressant. Et quand c'est le refrain, c'est plus laisse-moi tranquille, il est juste très précis, je dis pas grand chose. Et j'ai bien travaillé la composition autour de cette phrase. En fait, c'est la même phrase que je répète, mais pour l'intensifier, si on regarde bien, c'est quasiment la même intonation, tout le temps. Mais pour l'intensifier, j'ai utilisé plein d'instruments. Et c'est plus, ces instruments-là, c'est la même chose que les textes quand je les ai écrits. J'ai intensifié le texte par des mots forts et durs, pas tant homme, femme, c'est plus... j'avais besoin de m'exprimer à ce niveau-là. Et pour répondre, ouais, t'as raison, je pense que c'est un exutoire en fait. Ouais, totalement. Mets-moi un petit violon sur Logic, je veux que tu me laisses tranquille. T'as toujours cette approche de guérir certaines choses en écrivant? Ouais, guérir, pas forcément. Comme quelqu'un qui est énervé, il va frapper dans un sac, quoi. Moi, je suis énervé, je vais frapper le micro. Il y a un autre morceau qui arrive vers la fin que je trouve très intéressant, qui, selon moi, répond à cette approche que tu as dans Laisse-moi tranquille. C'est Schéma, parce que tu as une approche un peu différente. Tu fais ton autocritique dans ce morceau-là. Tu pointes tes propres responsabilités. C'est peut-être drôle, mais je crois peut-être bien que c'est moi. Parce que c'est toujours la même chose. La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que la musique que tu fais t'a aidé à mieux te comprendre toi? C'est intéressant ces questions. Merci de me les poser parce que c'est intéressant. Je pense que ça m'aide à me comprendre. Je pense que ça m'aide à me comprendre. Comme le projet il est récent, j'ai pas encore ce recul honnête, mais je pense que ça m'aide. Je pense que ça m'aide inconsciemment. Il y a une pensée assez commune dans le rap qui dit que les rappeurs seraient meilleurs, seraient à leur prime dans les pires moments de leur vie, au moment de la galère, que ce soit mentalement, financièrement. Toi, cette idée-là, t'en penses quoi? Est-ce que t'as l'impression que c'est compatible d'être un bon rappeur et être heureux? Mais pour moi, je vois plusieurs questions dans ça. Je reviens déjà sur le mot prime. Je pense que qui définit le prime? C'est la masse. Parce que si c'est la masse, c'est peut-être la masse va se reconnaître dans quelqu'un qui vit la même chose
qu'elle, peut-être, à ce niveau-là. Donc si un rappeur vit la même chose que plein de gens en même temps, plein de gens vont peut-être être touchés à ce niveau-là et donc ils vont décider de dire que c'est ça le prime. Je vais aller un peu plus loin. Moi, par exemple, quand j'observe mes albums, je regarde qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre Batterie Faible et Ipséité, tout simplement parce que je vivais les mêmes choses à peu près. Et puis j'ai appris que j'allais avoir un enfant. J'ai si peur d'être devant mon faire Donc il y a eu juste cette différence dans Ipséité, mais Lithopédion, ça a été totalement différent parce qu'à ce moment-là, j'ai eu l'enfant. Il était là, il y a eu des problèmes, il y a eu plein de choses qui sont passées. Donc forcément, l'album a été totalement différent. Et en fait, à chaque album, il y a une vie différente. Financièrement, j'ai commencé à 23 ans, j'avais pas grand-chose. Ipséité, quand ça arrivait, j'avais toujours pas grand-chose. C'est à Lithopédion que j'ai eu de l'argent. Donc il s'est passé encore d'autres choses. Je pense que c'est plus ça. Je pense que ça dépend. Pour moi, il faut définir prime, peut-être. Peut-être c'est le moment où tu touches des gens parce que tu vis les mêmes choses qu'eux, je sais pas. Parce que ma définition à moi, c'est de donner le meilleur tout le temps. Et pour moi, c'est ça qui est important. Si tu donnes le meilleur tout le temps, t'es chaud tout le temps, en fait. Tu as répondu à ça déjà, être heureux et réussir à sortir le meilleur de soi-même en tant que rappeur, est-ce que c'est compatible? Ah, être heureux, être un rappeur, ouais. Pour moi, être heureux, pour moi, ce sont des moments. Je crois que la définition d'heureux, c'est une chance favorable. Moi, pour être heureux, je vais chercher mon bonheur. Donc, je le crée, quoi. Si je sens que je suis pas bien, j'essaye de revoir ma façon de penser. Et je sors, je chill un peu, et puis je retrouve un peu ce côté un peu où je suis bien, et puis ça passe, quoi. Donc je pense que c'est possible, ouais. En 2017, justement, tu parlais de Ipséité. Dans le morceau Mosaïque solitaire, tu disais « Je pleure que de l'intérieur pour que mes soucis se noient ». Et en 2024, dans le morceau 24 heures plus tôt, tu dis « Mes larmes coulent à l'intérieur, je fais du jet ski ». Alors, est-ce que c'est un clin d'œil volontaire déjà? Non, c'est pas un clin d'œil volontaire, bien vu, c'est très chaud. Non, parce que là, dans 24 heures plus tôt, je parle plutôt de quelqu'un, mais en même temps, ça peut être tout le monde. Mais ouais, je crois que c'est intéressant de rire de ses peines à un moment donné, parce que quand elles deviennent absurdes, je pense qu'il faut mettre une petite touche d'humour pour adoucir le tout, quoi. Et je crois que c'est peut-être ça, grandir. T'as l'impression que c'est ça, d'évoluer, c'est de passer de vouloir noyer ses peines justement à savoir rider dessus. Pour moi, c'était ça un peu mon explication de ces deux phases. Ouais, je crois. Je parlais avec un ami hier, Harold, il s'appelle, un ami d'enfance qui m'est très cher. Il me disait, quand on a 30 ans, on devient définitivement adulte. Et on est resté bloqué là-dessus, on a parlé longtemps, et je pense qu'il a raison. Et c'est ce moment où, quand tu es définitivement adulte, on va plus venir te faire ce fameux câlin pour dire ça va aller. Non, ça va pas aller, c'est toi qui dois t'en sortir tout seul. Et je trouve intéressant d'utiliser l'humour pour pouvoir aussi faire glisser les choses. Dans ce morceau, justement, 24 heures plus tôt, je trouve assez particulier, c'est un storytelling, comme on n'entend plus trop dans le rap français. Tu racontes du coup l'explosion d'un mec qui va péter les plombs, et il y a un côté très cinématographique, on a l'impression de voir la scène d'un film. Ah, c'est cool ça. Quelle place, toi, tu laisses à la fiction dans ta musique? C'est l'endroit où je suis le plus libre du monde, quoi. Donc, je m'autorise tout. Bien roulé, j'ai entendu un accident, et après C'est pas la première fois que tu prends cette posture de narrateur dans un morceau. Est-ce que tout ça, ça t'emmènerait pas à faire du cinéma un jour? Je sais pas si c'est ça qui m'emmènera à faire du cinéma, mais ouais, pourquoi pas, je suis chaud, ouais. Ça dépend de... Ouais, pourquoi pas. Et tu te vois plutôt jouer ou plutôt écrire ou réaliser? Oh, comme dans la musique, hein, je ferai tout. Le son, l'écriture, tout. T'as une communauté de fans très solide. Beaucoup de gens qui te suivent depuis le début. D'autres arrivés en cours de route, mais tout aussi investis. Est-ce que, selon toi, le public d'un artiste a son mot à dire dans la direction qu'il prend? Les gens disent ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que la place du public, c'est dans le public. Mais les gens disent ce qu'ils veulent. Si les gens sont fâchés, contents, il faut qu'ils s'expriment. C'est normal, ils achètent, ils payent. Mais je trouve que c'est plus à l'artiste de faire aussi ce qu'il veut. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est comme ça que je vois la chose. Je trouve juste que l'artiste comme le public, il faut prendre soin de soi. Le public, c'est dommage qu'il devienne chroniqueur, et l'artiste, c'est dommage qu'il prenne tout à cœur. C'est juste ça pour moi. T'arrives à avoir une certaine distance justement avec ces retours? J'ai même pas de distance parce qu'en fait, les retours concernent que les personnes qui concernées en fait. Si tu cliques sur quelque chose, t'aimes bien. C'est comme quelqu'un qui va au McDo ou je sais pas, dans un restaurant, s'il aime pas, il aime pas, il aime bien, il aime bien. Et puis fin, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je vois. Ça fait presque une décennie que tu fais partie des grosses têtes du rap français, je peux le dire. Chacune de tes sorties est observée, extrêmement commentée.
T'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est quoi ton rapport à la critique? Est-ce que tu as toujours eu cette vision justement où tu prêtes pas forcément attention? Bah, ce qu'on pense de moi ne me regarde pas vraiment, en fait. Je pense que ça nous regarde même pas tous, je pense. Mais ça, c'est mon avis, hein. Si je pense quelque chose de toi, par exemple, ça me regarde moi. Parce qu'au final, toi, t'es toi, moi, j'ai juste un avis sur toi. Mais cet avis-là, c'est le mien. Libre à toi d'accorder beaucoup d'intérêt à ce que je dis ou pas. C'est juste ça, c'est comme ça que je vois la chose. Et moi, je me sens bien, donc la vie de l'autre, je sais même pas vraiment bien expliquer, mais c'est cool, quoi. C'est cool. S'il aime trop, c'est trop cool. S'il aime pas, bah, voilà, c'est lui, quoi. Et est-ce que tu penses que les artistes ont une forme de responsabilité vis-à-vis de leur public, dans C'est-à-dire un devoir d'exemplarité ou une conscience sur les messages qu'ils transmettent? Non. Ouais, quand The Weeknd, il fait I feel it's coming, enfin, ça passe dans toutes les radios, il parle quand même de juillet. Non, ça c'est une question française, je pense, ou francophone. Je crois pas que... Enfin, quoi que je m'avance peut-être trop, je sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais non, l'artiste il fait son truc. Les exemples, ce sont les gens pour qui on vote. Nous, on achète notre musique, on la consomme, c'est tout. Si demain c'est pas ouf, on n'écoutera plus et puis c'est tout. Et justement, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que dans ta musique, tu as toujours parlé de ce qui se passe dans le monde et tu as toujours parlé aussi de la situation au Congo. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant qu'artiste, on peut être utile à des causes humanitaires ou politiques? Quand tu dis en tant qu'artiste, t'exclus les autres qui sont pas artistes ou pas du tout? C'est plus dans ta position d'artiste, donc en faisant de la musique, est-ce qu'on peut être utile? Est-ce qu'on peut utiliser ce pouvoir-là d'avoir une grande audience pour réellement changer les choses? Tout le monde peut l'être. Un artiste, forcément, s'il a de l'audience, oui, mais il faudrait qu'il étudie aussi, qu'il comprenne ce qui se passe. On a de l'audience pour ce qu'on fait, on fait de la musique, mais on n'a pas forcément de l'audience pour régler un conflit. Il faut le comprendre, il faut l'étudier. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pas venir avec une arrogance de se dire comme j'ai une audience, je peux d'office changer les choses. Non, il faut étudier, comprendre les gens, comprendre les souffrances des gens. Et ça n'a rien à voir avec l'audience pour moi, ça a à voir avec la volonté de vouloir aider des gens. Et ça, pour moi, c'est tout le monde. Chacun le fait à son échelle. Mais tu peux avoir l'audience que tu veux. Si t'es maladroit, si t'es pas bien intentionné, si t'as pas étudié, tu vas juste faire n'importe quoi, en fait. Faut faire comme eux, mentir et voler, puis manipuler la masse populaire. Tricheur. Est-ce qu'il y a des morceaux dans ta discographie ou des projets dont, selon toi, on te parle pas assez? Ouf. Non, je pense qu'on parle de ce qu'on a envie de me parler. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant que j'ai écrit pour d'autres gens. Peut-être ça. Qu'on n'en parle pas parce qu'ils sont pas au courant. Mais sinon, non. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu veux. C'est un exercice que tu as envie de continuer, dans lequel tu prends du plaisir d'écrire pour les autres? Bon, maintenant que je l'ai fait, voilà, c'est fait, quoi. J'ai envie de faire d'autres choses. On va dire ça comme ça. Mais ouais, maintenant que j'ai fait, j'ai envie de faire d'autres choses. Je le disais tout à l'heure, tu es installé dans le top depuis plusieurs années, depuis 8 ans à peu près. Et à l'échelle du rap où tout va très vite, on peut considérer que tu as un pilier aujourd'hui dans cette musique. Tu es presque un ancien, entre guillemets. Et quand on est au sommet, est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on a une appréhension sur les nouveaux arrivants, sur la nouvelle génération d'artistes? Comment tu observes ça? Non, quand on est au sommet, justement, on tend la main pour faire profiter la vue aux autres. Non, pas du tout. Non, c'est comme ça que je vois la chose, moi. Au contraire, si un gars il comprend pas très bien, parce que le game c'est pas que la musique, il y a plein de choses dedans, il y a des rappeurs, je citerai pas leur nom parce que je pense que c'est intéressant de pas dévoiler leur intimité, mais je donne des conseils, ceci, check plutôt ça, fais attention, ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. Non, au contraire. Tu serais plus un grand frère et dans un rôle d'accompagnateur un peu? Bah ouais, parce que je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, et même si on n'avait pas, bah si le gars il est chaud, et puis ça me challenge aussi, comme ça après je le bouscule, on se bouscule, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qui, moi, me parle, c'est plus de les aider parce que c'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Moi aujourd'hui je me retrouve bien, je me sens très bien, et je sais que c'est pas évident. Donc si je peux aider, donner des conseils, dire lis plutôt ce truc-là, fais plutôt ça, comme ça, pas artistiquement, mais juste humainement parlant. Ça me parle. T'as sorti dernièrement Vieux Son, qui est une compilation d'anciens morceaux qui n'étaient pas dispo sur les plateformes, à la forte demande de ton public. Est-ce que ça t'arrive d'écouter tes anciens projets? Pas trop, honnêtement. Pas trop. J'écoute souvent le projet qui n'est pas sorti. Je sais pas pourquoi, je pense que quand il est fait, quoi. Quand il n'est pas encore sorti, je vais réécouter, je vais parfois même kiffer de ouf. Et dès qu'il est sorti, mon cerveau, il passe à autre chose. Et si je te pose une question qui est un peu difficile, c'est lequel ton meilleur album selon toi? Et pourquoi? Non, il n'y a pas de meilleur album. Je pense que c'est comme quand t'as des enfants, quoi. Enfin, là, j'en ai qu'un, mais
Tu peux pas dire c'est qui ton meilleur enfant, quoi. C'est ton enfant et puis c'est tout. Tu peux pas choisir. Non, comme je dis, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à une époque. De toute façon, je donne toujours le meilleur de moi-même à chaque fois. Donc, je donne le meilleur de moi-même à chaque fois, sur une époque, et ainsi de suite. Donc, c'est juste ça. Justement, tu parlais de ton fils qu'on a découvert sur le projet CALF. Est-ce qu'il te donne son avis sur ce que tu fais? Non, mon fils, on partage d'autres choses. On partage d'autres choses. Là, j'étais avec lui à Londres il n'y a pas longtemps, enfin ici, là, il y a quelques jours. On partage d'autres choses. Puis il a 7 ans, donc on partage d'autres choses. Il me parle de ses... Comment ça s'appelle encore là? J'ai oublié des jouets là, très compliqués. Non, on partage d'autres choses. Ok. Il n'a pas trop encore un regard sur la musique de son papa? Bah, il sait que je suis chaud, ça s'arrête là. Ça suffit. Papa, aujourd'hui j'ai vu des poissons. T'as réalisé un de tes rêves dernièrement aussi, t'en parlais sur tes réseaux, celui d'acheter une caravane. Elle Exact. ressemble à quoi ta van life justement? Ah, van life, je suis pas dans ça en fait. Je pense pour bien comprendre ce concept, il faut que j'explique la genèse de cette histoire de camping-car. C'est mon cousin Armel. D'ailleurs, c'est vraiment c'est un gars extraordinaire. Quand j'ai fait mon plan de 10 ans en 2012, bon, il me prenait un peu tous pour un fou, mais moi, je voyais le truc où je disais non, c'est possible d'y arriver et que financièrement, je sois un peu plus à l'aise et qu'en fait, on kiffe la vie, quoi. Et il avait une Ford monospace bleue. Enfin, c'était pas la sienne, c'était celle de sa mère, mais il conduisait un peu tout le monde, ses petites sœurs, tout le monde, tout ça. Et on écoutait tout le temps du son dedans, à plusieurs, le soir, quand on avait déposé tout le monde. Et c'était tellement les meilleurs moments de ma life, je pense, qu'à un moment donné, dans une def, faut l'avouer, j'ai dit, mais en fait, imagine si demain, j'ai plein d'argent et tout ça, et que je fais une forme de véhicule très compliqué où on fait du son, tu serais chaud de venir. Enfin, après, on partirait où tu veux, on fait juste du son, quoi. Et il a dit, ouais, putain, ça serait trop lourd et tout ça, mais je pense que dans la def, ils ont tous oublié. Mais moi, j'ai pas oublié. Et là, je suis en train de construire le studio, minutieusement dans le camping-car, donc c'est plus ça, en fait. J'ai pas vraiment une van life, un truc c'est pas un concept, en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'était les plus belles années de ma life, en fait, tout simplement. T'as eu le temps d'en profiter un petit peu jusqu'à présent ou pas encore? Non, le studio n'est pas fini. Pas fini. Je suis un chieur, il y a des détails, comme il est gris à l'intérieur, donc je veux des bâches aussi précis, enfin, on est en train de travailler le surround. Bref, parce que c'est vraiment mon kiff, parce que je veux que quand ça soit prêt, on kiffe vraiment, quoi. Ça, je pense même pas que je vais le poster sur les réseaux, c'est vraiment un kiff personnel, quoi. Trop bien. Justement, dans ces moments où tu te rappelles des bons souvenirs, etc., est-ce qu'il y a de la musique en particulier que tu écoutes qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu écoutes en général? Ce que j'écoute, ce qui me fait du bien, sont mes parents. Mais sinon, la musique qui me fait du bien, ça dépend tellement, c'est pas... J'ai un autre rapport, avec la musique, je l'écoute tellement avec des sons, je réfléchis très souvent quand j'écoute une prod, un peu quasiment tout le temps. Et quand je dis j'écoute mes parents, c'est vraiment réel, c'est dans le sens où quand on parle, le son de leur voix, l'intonation, l'intention dans ce qu'ils disent me rassure plus qu'une musique en fait. La musique, ça sera plus pour voyager ou me remémorer des choses ou exprimer des choses, mais la voix des gens plutôt, celle de mes parents forcément. J'entends souvent l'intention dans leur voix, les choix de leurs mots, la justesse, la précision dans la respiration. C'est ça qui me rassure. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à la musique? Comme héritage Comment t'aimerais qu'on se rappelle de toi aussi en tant qu'artiste, ton apport à cette culture? Franchement, j'en sais rien. Je pense prenez et mangez-en tous, ceci est mon son livré pour vous, faites ce que vous voulez. Ouais. Le projet Gémentier qui sort aujourd'hui se termine sur le morceau Dame Sautiste, Ouais. dans lequel tu dis que tu es autiste Asperger, du coup. Les personnes avec... Faut bien dire à skip. Justement, les personnes avec ce syndrome ont souvent des intérêts très précis et intenses. Est-ce que toi, il y a une manière de se manifester en particulier chez toi? Déjà, je vais expliquer. Quand j'écris son, c'est parce qu'on m'a souvent parlé de ce que je suis, dans la manière où je suis autiste ou HP ou plein de choses, mais de manière très péjorative. Et ce son, c'était plus une manière de dire, vous savez quoi, j'accepte, mon cœur reste ouvert, mais personne risque d'y entrer. C'était juste ça, en fait. Pas plus. C'était vraiment ça, en fait. C'est plus dire, allez, si c'est péjoratif pour vous, j'accepte.
j'accepte. Ouais, parce que tu dis justement bienvenue dans ma folie, c'est aussi une manière Exact. de se réapproprier C'est ça. ce qu'on a pu te mettre comme étiquette, d'être quelqu'un de différent. Totalement ça, avec vraiment une légèreté, quoi. C'est bon, j'accepte. Faut pas surintellectualiser la phase non plus. Non. Putain, rien que d'en parler, en fait, ça remonte à la surface. Ma dernière question, du coup, parce qu'on arrive à la fin. T'as déjà annoncé que ton dernier album s'appellera Beya. Il sort en 2025. Est-ce que tu sais déjà à quoi elle va ressembler la vie après la musique, si c'est la fin de la musique, ou ça va prendre d'autres formes peut-être? La fin de la musique, c'est-à-dire? C'est ton dernier album. Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui va se passer après? Est-ce que tu as déjà un plan pour après ça? Ouais, j'ai plein de trucs. Je veux m'amuser, j'ai envie de designer des choses, j'ai envie de designer plein de choses. Ok. Mais c'est plus... le game ne me parle plus. La musique, elle me parle, j'aime beaucoup la musique. Mais le game, lui, non. Je trouve... je fais le tour. Je pense que... Ouais, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai écrit pour des gens. Ils ont fait Diamant. Je suis content pour eux. J'ai écrit pour moi-même. J'ai aidé des gens réellement dans l'aide sans rien attendre en retour. Je pense que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Ça me parle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de m'amuser, quoi. C'est plus ça. Quand je dis la fin de musique, non, j'aime la musique. Mais c'est le game qui me parle plus trop, quoi. J'ai fait ce que je voulais faire. Donc, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de retrouver on va dire, cette chose qui fait du bien quand on ne sait rien. Tu vois, comme je sais pas grand-chose du design, ben je repars à zéro, ça me fait du bien d'apprendre encore d'autres choses. La longévité ne m'a jamais intéressé parce que j'ai l'impression que c'est stagné. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir, d'être un élève dans une nouvelle catégorie. D'être insouciant à nouveau dans une autre discipline. Ouais, là, je suis déjà le prof, j'ai envie d'être un élève dans un autre truc, quoi. C'est plutôt ça. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci Sandra. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je te souhaite le meilleur pour toute ta life. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mini